De l'actualité pour une performance de la justice, les magistrats du Burkina Faso souhaitent être sereins afin de mieux faire leur travail. Un souhait exprimé hier au cours d'une rencontre statutaire présidée à Kosiam par le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État Roch Kaboré, attendu également par les populations de Sadina et de Sougolo-Daga dans les Hauts-Bassins, elles souhaitent un retour de la cohésion sociale mise à mal dans leur localité. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis les étalons du Burkina Faso ne soulèveront pas la coupe de la CAN U20, en tout cas pas pour cette année. Ils ont été éliminés hier en Mauritanie au tir au but par l'Ouganda. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal avec cette rencontre statutaire du Conseil supérieur de la magistrature tenue hier au palais de Kosiam. Un tête-à-tête présidé par Roch-Marc Christian Kaboré, garant de l'indépendance de l'institution judiciaire. La performance de la justice, son indépendance et sa complémentarité avec les autres pouvoirs exécutifs et législatifs étaient au menu des échanges. Les magistrats ont souhaité être sereins afin de mieux faire leur travail. On écoute tour à tour le président du Conseil supérieur de la magistrature, Jean Mozobé, et le président du Faso, Roch Kaboré. L'année judiciaire écoulée a été tumultueuse. Elle a vu s'installer la méfiance, la défiance, sinon la belligérance entre les syndicats de magistrats et le ministère de la Justice. À l'heure actuelle, l'institution judiciaire souhaite n'avoir pour rôle que celui de rendre la justice au nom du peuple burkinabé et répondre ainsi aux attentes qui peuvent être les siennes. Elle compte sur l'appui du garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et espère n'avoir à utiliser aucune partie de son temps pour faire face à des luttes de survie qui pourraient lui être imposées. Excellence, Monsieur le Président du Faso, le 28 décembre 2020, à l'occasion de votre investiture, vous affirmiez ceci au sujet de l'institution judiciaire. Je cite, « Une attention particulière sera accordée à la justice, rempart de notre vivre ensemble qui constitue un sujet de préoccupation pour bon nombre de Burkinabés. Tous les efforts seront entrepris pour permettre de vider les dossiers pendants et garantir une justice équitable pour tous dans notre pays. » Fin de citation. Cette promesse d'assurer à la justice les besoins matériels qui lui seront nécessaires pour la gestion de certains dossiers pendants ne peut que susciter de l'espoir au sein de l'institution judiciaire. Celle-ci se sent d'ores et déjà interpellée et ne demande qu'à jouer véritablement le rôle qui est le sien pour peu que l'assurance promise se répande au-delà de quelques dossiers pour garantir à la justice une quiétude plus pérenne. Au regard, en tout cas, de ce que nous avons examiné ensemble, nous pouvons féliciter le magistrat pour le travail qui a été abattu, nonobstant un contexte qui était assez difficile. Et c'est l'occasion de pouvoir saluer et féliciter tous ceux qui sont dans des zones à haut risque et qui mènent courageusement leurs activités dans ces zones. Nous avons examiné également toutes les difficultés qui ne permettent pas, je dirais, à la justice de pouvoir se déployer convenablement. Donc, toutes ces situations, formation, la question de l'école nationale autonome, indépendante pour les magistrats, tout ça, ce sont des questions que nous avons abordées ensemble, sur lesquelles nous nous sommes engagés à poursuivre la réflexion pour leur trouver les solutions les plus appropriées. Le deuxième point, c'était la thématique que nous avons abordée ensemble cette fois-ci, qui était la question du besoin d'indépendance et celui également de la nécessité de travailler également avec les autres institutions. C'est une préoccupation majeure parce que vous savez que
la consécration de l'indépendance de la justice ne doit pas être comprise comme si la justice et les autres institutions, qu'il y avait une muraille de Chine qui nous séparait. L'indépendance, c'est aussi bien dans leurs prérogatives, dans leurs jugements qu'ils rendent, de manière à être suffisamment indépendants pour ne pas subir de pression d'où qu'ils viennent pour prendre des positions qui ne sont pas conformes au droit qui est appliqué dans notre pays. Le président du Faso, interpellé par les populations de Sadina et de Sungalo-Daga dans les Hauts-Bassins, en décembre 2017, les populations de ces deux villages s'affrontent en cause la construction d'un nouvel axe de contournement par le programme de développement intégré du barrage de Samandéni. Ces affrontements avaient fait une dizaine de blessés et de nombreux dégâts matériels. 3 ans plus tard et après plusieurs démarches infructueuses auprès des autorités compétentes pour dédommagement, ces populations étaient face à la presse pour demander au chef de l'État d'agir pour le retour de la paix sociale à Sadina et à Sungalo-Daga, surtout Justin Dabiri. Décembre 2017, vendredi noir restait gravé dans les mémoires de ces victimes des violences du 29 et 30 décembre 2017 dans les villages de Sadina et Sungalo-Daga suite à un violent conflit entre les habitants de Sadina opposés au projet de réalisation d'un nouvel axe de contournement Sadina-Kokoro par le programme de développement intégré du barrage de Samandéni P10. Des violences qui ont occasionné des dizaines de blessés, d'importants dégâts matériels dans les villages de Sadina et de Sungalo-Daga et une fissure sociale qui dure depuis 3 ans. À la suite des interpellations qui s'en sont suivies, certains acteurs ont été placés sous mandat de dépôt. 3 mois plus tard, les uns ont été relaxés. 1 année plus tard, tout le reste du groupe retrouvera la liberté. Ils rejoindront triomphalement et en fanfare leur domicile comme pour narguer le camp d'en face. Et depuis, les 2 camps s'observent. Ce qui se passe à Sadina est similaire à ce qui s'est produit à Yirgou. Soma Traoré garde encore les séquelles des violents affrontements de 2017. Lui qui a failli perdre son oreille droite n'a toujours pas reçu de dédommagement malgré tous les documents justificatifs à sa possession. J'ai été conduit à Bobo pour des soins. Ce qu'on a dépensé, je ne saurais le dire si ce n'est à partir des ordonnances. Depuis le début de l'histoire jusqu'à ce jour, on ne m'a rien demandé, pas même les papiers pour voir. L'affaire a été portée en justice. Là-bas, on me dit de patienter. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Si tu prends à l'intérieur de Sadina, il y a 34 blessés. Ceux qu'on a brûlé leur maison et leur moto valent 34. Mais le juge d'instruction a pris en compte seulement 5 personnes parmi toutes les victimes. Il y a eu des blessés, certains ont même été évacués à Bobo du Lasso. Ils ont tous les documents avec eux et n'ont pas encore été appelés pour quoi que ce soit. En 3 ans, rien n'a été fait concrètement selon ces populations des villages de Sadina et de Sungalo-Daga pour leur permettre de retrouver la quiétude d'antan. Selon les conférenciers, la fissure sociale est grande et le risque de nouveaux affrontements plane sur Sadina. Elles en appellent donc au chef de l'État pour apaiser les cœurs meurtris. Depuis les affrontements jusqu'à aujourd'hui, on attend la justice et il n'y a plus de contact social entre nous. Nous ne participons plus aux funérailles et au baptême ensemble. Et actuellement, aucune manifestation sociale ne peut nous réunir aujourd'hui car nous sommes divisés. Il y a 2 camps. C'est pour cela que nous demandons au président du Faso et à la justice de trancher cette situation entre les 2 clans. Nous demandons de l'aide. Aidez-nous à obtenir de l'aide. Dites au président qu'il y a eu des dégâts. Nos époux ont fait pieds et mains en justice, mais rien. Que justice soit faite, c'est ce que nous souhaitons. L'inquiétude et la peur continuent de hanter le quotidien de ces populations 3 ans après les affrontements de 2017. Des populations qui disent avoir tout perdu dans ces affrontements, d'où leur appel à la justice et au président du Faso pour le retour d'un climat social apaisé dans cette partie du territoire national. La résolution des conflits intercommunautaires et la lutte contre les pandémies, le président du Faso et son gouvernement ont du grain à moudre
Au cours du Conseil des ministres de cette semaine, le ministre en charge des ressources animales faisait cas de maladies de charbon bactérien qui sévit dans 3 régions du Burkina Faso. Elle a même déjà causé la mort de 2 personnes. Le gouvernement, qui prend la chose très au sérieux, a mis en place un projet pour faire face à cette maladie. Il est dénommé Projet de contrôle du charbon bactérien au Burkina Faso. Les acteurs du département de Modeste Yebanga se forment à Dano pour mieux maîtriser le charbon bactéridien. Arsène Konditomdi. Le charbon bactéridien est une maladie qui affecte de nombreuses espèces mammifères et qui se transmet à l'homme par la consommation ou le contact avec la viande, la laine ou le cuir d'animaux infectés. Jusque-là, il sévissait dans des localités comme Boussera dans le Poni, Banakele Daga dans le Oué et Bagaré dans le Passouri. Récemment, un nouveau foyer est découvert à Guéguéré dans le Iouba. Un problème de santé publique auquel le gouvernement veut très vite remédier. Un atelier qui a été organisé en effet pour pouvoir inciter les différents acteurs parce que c'est une maladie qui est endémique. C'est un problème de santé publique et il était en tout cas indiqué pour nous de se déplacer pour venir encourager les différents acteurs. Des mesures qui ont été prises dans de telles situations pour contenir l'expansion de la bactérie en termes d'enfouissement, de techniques d'enfouissement. Et également, une vaccination a été entreprise auprès des sujets sensibles pour pouvoir en tout cas vacciner tous les sujets sensibles tels que les bœufs, les petits ruminants, voilà, les porcins. Cette maladie va être traitée selon l'approche One Health, qui veut que les acteurs de la santé humaine et animale puissent de façon concertée apporter des solutions. La sensibilisation va être un des points importants du dispositif de lutte contre le charbon bactéridien. En cas de mortalité, il faut alerter immédiatement les services techniques d'élevage, mais également les services de santé humaine pour que, en tout cas, ils viennent investiguer et procéder à une prise en main adéquate de la carcasse. Parce que pour le cas de charbon, il ne faut même pas manipuler la carcasse et cette carcasse doit être enfouie dans une fosse d'au moins 1,5 m de profondeur entre 2 couches de chaux vive. Tout ça, c'est pour éviter la sporulation. Parce que si les spores se forment déjà, elles peuvent apparaître en surface et contaminer d'autres animaux et le cycle va reprendre. Le projet de contrôle du charbon bactéridien au Burkina Faso est mis en œuvre grâce à une subvention de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La gestion des frontières du Burkina Faso, on en parle dans ce journal. Le Conseil national des frontières tient aujourd'hui même à Ouagadougou sa première session ordinaire de l'année. Il s'agit de faire un tour d'horizon de toutes les questions en rapport avec la gestion des frontières. Objectif, faire de nos frontières un instrument de viabilisation et d'épanouissement des populations. On écoute à ce sujet le ministre en charge de l'administration territoriale, Clément Sawadougou. Nous mettons l'accent sur la sécurisation des frontières puisque, comme vous le savez, les terroristes comme les bandits de grand chemin utilisent la frontière pour se faufiler. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes sur la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger parce qu'il est facile de passer d'une frontière à l'autre et de bénéficier en quelque sorte de la difficulté que nos services de sécurité ont à franchir pour aller dans un pays tiers. Donc aujourd'hui, nous voulons surtout travailler à dynamiser notre coopération et à développer les zones frontalières. Sport football à présent et nous parlons de la fin de parcours pour les étalons à la CAN Junior Mauritanie 2021. Hier contre l'Ouganda en quart de finale, le Burkina Faso n'a pas fait le poids. À l'issue d'une rencontre sur le score de 0 but partout, les crânes de l'Ouganda obtiennent leur ticket pour les demi-finales au tir au but, 5 contre 3. L'entraîneur burkinabé nous parle de la prestation mitigée de ses joueurs et fustige l'arbitre camerounais qui ne serait pas exempt de tout reproche. Avec un goût amer, voilà, parce que pour moi, nous avons joué peut-être notre meilleur match dans le contenu. Malheureusement, on n'a pas pu scorer dans les matchs. Donc, c'est dire que, voilà. Ok. C'est donc avec un goût vraiment amer que nous quittons la compétition. Mais c'est aussi ça la loi de la compétition.
Dans le contenu, nous avons été meilleurs que les autres matchs. Nous savions qu'on avait affaire à une équipe très redoutable physiquement, une équipe très athlétique, une équipe où on a des joueurs allez voir, je sais qu'ils sont rompus à la compétition. Alors, nous avons essayé de faire notre jeu et malheureusement, on n'a pas pu marquer dans le jeu. Et voilà, l'ultime moment, à savoir les coups de pied arrêtés, les pénaltys du moins, où nous n'avons pas été assez efficaces comme l'équipe ougandaise. Et nous disons félicitations à l'équipe ougandaise et nous leur souhaitons une très bonne fin de cette compétition. Remonter contre l'arbitre, parce que tout simplement, il a dit qu'au joueur qu'il y a pénalty, mais lui, il ne siffle pas. Un arbitre ne doit pas dire ça. Même si tu ne siffles pas, tu ne dois pas le dire au joueur. Il dit qu'il y a pénalty, mais lui, il ne siffle pas. J'ai dit, même si tu ne siffles pas, tu as tes raisons, mais tu ne dois pas dire ça au joueur. Ça, tu ne dois pas le dire, tu ne dois pas le faire. Même si on sait que tu es venu, tu as ta décision, tu as choisi un camp, tu peux le faire, mais tu ne dois pas le dire. Cet arbitre a eu le courage de dire au joueur sur le terrain qu'il y a pénalty, mais lui, il ne siffle pas. C'est ce que je lui disais. Je dis, c'est pas bon pour un arbitre. Voilà. Pour un arbitre qui doit officier un match de façon neutre, tu ne dois pas le dire. Même si tu as ça dans ton ventre, il faut le garder. En le disant, tu frustres plus d'un. Et c'est ce que je lui disais, tu ne dois pas dire ça. Voilà, c'est ce que je lui disais. Pour finir, nous vous l'annoncions hier, notre collègue Rémi Lambert-Nébié n'est plus. Il repose désormais au cimetière de Toudouégo à Ouagadougou. Sa famille, ses amis et ses collaborateurs que nous sommes l'avons accompagné à sa dernière demeure. Retour sur une séparation douloureuse avec Alexis Belemnaba et Abdou Aziz Sari. À la morgue de l'hôpital Yalgado, tout comme à domicile au quartier Paspanga ce 25 février, l'ambiance est lourde. Parents, amis et anciens collaborateurs entendent dans la douleur et l'incompréhension. Douleur d'une mort, celle du journaliste Rémi Lambert-Nébié. Ici, chacun de ses connaissances passe lui dire adieu avant son départ pour sa dernière demeure. Ensuite, c'est au tour du curé de dire des prières. Puis, direction le cimetière de Toudouégo. Le corps de l'ancien journaliste de BF1 est porté par ses anciens amis et collaborateurs. Une dernière prière et les dalles se posent. Puis, le sable. Difficile de retenir les larmes. Simple, serviable et loyal, Rémi Lambert-Nébié part ainsi à jamais, laissant un grand vide au sein de la chaîne au cœur de nos défis. Rémi, c'est un collaborateur modèle. C'est l'homme qui a le sens de la rigueur dans le travail. Vous allez actuellement sur son bureau, son ordinateur de montage. Vous verrez que tout est organisé, c'est le monsieur archiviste. Ça veut dire que vous avez besoin des archives de 3 ans, 4 ans sur la sécurité, sur l'économie, sur l'agriculture. Vous dites à Rémi, j'ai un sujet, je vais illustrer avec des images d'archives. Est-ce que vous en avez? Tout de suite, il vous le sort. C'est vraiment quelqu'un de très méthodique. C'est une plume élégante, très alerte. C'est l'homme qui apprend vite. Et pour nous, Rémi, c'est un pilier de la rédaction de BF1. C'est une grosse perte pour nous. Sur le marché, tous les détails dans la chronique économie de Rémi Lambert-Nébié. Avec une situation sanitaire et économique la moins souhaitable, il fallait s'y attendre. L'inflation est à son taux le plus élevé dans la zone UEMOA depuis 7 ans. Cette voix, vous ne l'entendrez plus jamais sur la chaîne qu'il a tant aimée et servi pendant plus de 7 ans comme journaliste reporter d'images. Et tous, on le taquinait en disant cette année, tu auras forcément le Galier en grand reportage, tu auras des prix à l'international et à Renadi, tu seras millionnaire. On le taquinait comme ça.
Bon, on était loin de s'imaginer qu'il n'allait pas terminer le premier trimestre de cette année 2021, alors que jusqu'en début janvier à côté, on s'est présenté les vœux, on s'est souhaité tout le meilleur pour cette année 2020. Et c'est une équipe avec un esprit, on se disait cette année, il faut qu'on fasse des merveilles. Et Rémi était un pilier qui devait nous permettre justement de réaliser ces merveilles. Donc pour nous, c'est une grosse perte. Particulièrement pour moi, on était plus attachés parce que, après tout, c'est un parent en plaisanterie. Donc on se taquinait beaucoup. Et j'ai du mal à croire que Rémi nous a quittés pour toujours. Économie, sécurité, le disparu portait ces 2 casquettes au sein de la rédaction de BF1. Rémi Lambert-Nébié s'occupait aussi bien de la chronique économie que des sujets de sécurité. Il n'était pas seulement un bon agent dans son service. L'homme était aussi un bon grand frère à la maison. Vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas un grand frère que je perds seulement, c'est une partie de moi-même qui s'en va. Vraiment, le mal est profond. Il avait plein de qualités. C'était quelqu'un vraiment de gentil, quelqu'un qui était toujours prêt à écouter, quelqu'un qui donnait vraiment des conseils. Et puis c'était un exemple surtout, toujours droit. Ouais. Vraiment, c'est un des grands reporters de la télévision BF1 qui nous a quittés. Mais ses œuvres resteront à jamais gravées dans nos cœurs. Vraiment, c'est une perte immense. Vraiment, je présente mes condoléances à la famille, vraiment à tout le personnel de la télévision BF1. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Rémi Lambert-Nébié est décédé le 24 février dernier des suites d'une courte maladie. Il part à l'âge de 37 ans et laisse derrière lui une femme et un enfant de 3 ans. Voilà, ainsi va la vie et comme le dit l'artiste Greg, la mort emporte le corps et l'âme, mais jamais le souvenir qu'on garde de l'homme. Rémi Lambert-Nébié, tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires, telle la marque de fer sur l'anneau. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.